Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième épisode qui, je crois, va un peu vous faire mieux comprendre le concept de l'émission. Donc, la semaine passée, on a introduit notre programme, notre association étudiante. On a fait un survol de ce qui concerne notre bac, puis la raison d'être de l'émission. Donc aujourd'hui, on va passer aux choses sérieuses avec notre premier sujet de discussion qui, je crois, va intéresser plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, j'ai invité deux de mes collègues et amis du BIAPRI pour vous jaser des enjeux de l'Arctique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'Arctique actuellement, les enjeux environnementaux, tout ce qui est les enjeux politiques, économiques et même militaires. Donc, je vais être accompagnée de Tristan et Constantin tout au long de l'émission, qui sont les vrais experts en la matière. Donc, bienvenue les gars, vous allez bien? Oui, toi? Oui, ça va. Ouais, super. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par peut-être vous présenter, dire un peu votre parcours au BIAPRI, ce qui vous intéresse. C'est good. Mais moi, c'est Constantin. Je suis à ma deuxième année au BIAPRI. Dans le fond, là, j'ai pas mal choisi le BIAPRI. Je pense que Florence en a parlé la semaine dernière. Là, international, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Puis le RI, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup dans la vie aussi, surtout tous les contextes de défense. Qu'est-ce que j'aimerais peut-être faire après le BIAPRI? C'est sûr que pousser pour la maîtrise, puis peut-être faire de la recherche ou écrire, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ou comme tous les gens qui viennent au BIAPRI devenir diplomate, mais ça, c'est quelque chose qui viendra peut-être dans le futur. Moi, je suis à ma dernière session au BIAPRI. J'ai aimé l'ensemble de mon programme. C'est vraiment le bon choix, effectivement. Puis sinon, un peu sur moi puis mes intérêts, on va parler de l'Arctique aujourd'hui. Puis je me suis proposé parce que c'est ce que je compte faire. Actuellement, je suis candidat à la maîtrise recherche en sécurité internationale. Très cool. Est-ce que, dans le fond... je sais que toi, Constantin, justement, tu fais une simulation là, actuellement de l'OTAN. Est-ce que ça rapporte un peu ou... Ben oui, quand même, dans le fond, je fais la simulation de l'OTAN c'est quand même parmi les simulations qui sont, entre guillemets, disponibles pour les étudiants du BIAPRI à faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on parle beaucoup de sujets qui sont de défense. Puis, tu sais, même si en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on est beaucoup focusé sur ça, il y a des sujets et des topics qui reviennent pas mal sur le sujet de l'Arctique. Puis surtout dans le contexte canadien, là, sachant qu'on a une aussi grande partie de notre territoire qui est dans le Nord, c'est quelque chose qui est revenu puis qui est assez intéressant. Faut dire aussi que c'est très actuel par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire que les deux derniers pays qui ont demandé l'adhésion sont des pays arctiques, soit la Finlande et la Suède. Donc, comme j'ai mentionné, les enjeux arctiques, c'est un sujet qui... on en parle ici et là, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu des enjeux peu connus des gens qui, justement, baignent pas dans le sujet, là, dans le sujet des sciences... de la science po ou même de l'économie. Donc, pouvez-vous un peu m'expliquer pourquoi vous, c'est un enjeu qui vous a interpellé ou qui vous intéresse? Dans le fond, moi, mon intérêt, ça part d'un cours que j'ai eu au BIAPRI, qui est le cours de gouvernance de l'Arctique. Puis j'ai juste vraiment trippé parce que l'Arctique, au final, pendant longtemps, on a vu ça comme... un endroit aride, que c'est difficile de résider. Pourtant, il y a des populations qui habitent là depuis 15 000 ans. Mais c'est surtout que aujourd'hui l'Arctique est vraiment relié, plus qu'on pense, à l'ensemble des politiques. Puis c'est la politique du futur, en fait. Là. On va peut-être parler un peu des changements climatiques, du retrait des glaces, mais lorsqu'on regarde une représentation cartographique du top de la Terre, on voit que c'est vraiment comme une Méditerranée. Au final, là, il y a le Canada qui fait face aux États-Unis avec la Russie. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme une Méditerranée, mais avec des assez grosses puissances mondiales. Ouais. Puis, ouais, moi, je pense qu'il m'a donné un peu la piqûre de l'Arctique. C'est dans les enjeux militaires, la plupart du temps, on entend parler, par exemple, du Moyen-Orient, on entend parler des zones qui sont des zones en conflit qui sont plus loin de chez nous. Il y a eu l'Afghanistan, là. Récemment, le Canada s'est retiré de ça. Mais on se rend compte là, que, comme j'avais dit plus tôt, là, la plupart de notre territoire se situe en Arctique. Puis surtout les enjeux de sécurité qui sont reliés à ça. Moi, je pense que c'est parti là, d'une vidéo de YouTube de 7 jours sur Terre, qui s'appelle, c'est une chaîne qui parle de géopolitique, puis qui avait parlé là, de vraiment de pas l'absence, là, mais le manque de détermination du Canada à s'imposer dans l'Arctique. Je pense que ça qui a vraiment piqué mon intérêt.
Puis comme Tristan en parlait, là, dans le fond, là, l'Arctique, c'est un peu comme l'espace, là, je dirais. C'est une région qui est... à découvrir. C'est vraiment... c'est aride, c'est peu... c'est peu clément pour l'activité humaine, mais il y a des gens qui sont là depuis si longtemps puis qui y vivent. Puis là, pour moi, comme Tristan l'avait dit aussi, là, c'est une région à regarder pour le futur. Oui, très cool. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, justement, je suis inscrite là, au cours de gouvernance de l'Arctique cette session. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation-là avec vous pour en apprendre davantage. Mais pour placer la table un peu de la discussion, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont peut-être jamais entendu parler de ces enjeux-là, ou du moins très peu, est-ce que vous pourriez peut-être me faire un petit résumé de leur origine, là, pourquoi on a commencé à s'intéresser à l'Arctique? Dans le fond, pour faire un petit historique, l'intérêt de l'Arctique date de l'époque des explorations. Donc, on est au 19e siècle avec des grands explorateurs. Il y a Sir John Franklin qui est bien populaire au Canada, mais il y en a plusieurs autres. Puis à ce moment-là, c'est ça, la lutte pour atteindre le pôle Nord est vraiment vue comme... il y a vraiment un héroïsme là, qui autour de l'Arctique. Puis ensuite, on a un autre personnage qui, pour moi, est quand même important dans le développement de la région, qui est Joseph Staline. Staline, il a passé quelques années, là, je pense qu'il a été 3 fois en exil en Sibérie. Okay, avant la révolution d'octobre, puis pendant, même si je me trompe pas. Mais bref, ça a quand même forgé son personnage, puis sa politique était beaucoup centrée autour de prendre avantage de l'Arctique russe. Puis aujourd'hui, l'Arctique russe fait partie intégrante vraiment de leur politique, de leur économie. Donc, c'est comme venu un peu prouver qu'on pouvait développer des infrastructures en Arctique. Puis, je parle pas de ce que Staline a développé. Je suis pas un fan de ça, c'est pas ça que je dis, mais bref, il a amené le côté politique un peu plus en Arctique. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu vraiment à l'époque des voies commerciales, des passages stratégiques en Arctique. Puis tout ça, ça vient avec les changements climatiques. Vous irez voir des vidéos sur YouTube si ça vous intéresse de retrait des glaces. Mais en Arctique, c'est la région qui change le plus vite. Donc, il y a non seulement un intérêt politique, mais définitivement un intérêt scientifique à coopérer puis à comprendre les changements climatiques. C'est vraiment la scène où on voit ce qui s'en vient. Ouais. Puis je suis assez d'accord, là. Comme Tristan en parlait, dans le fond, là, c'est une zone qui est vraiment propice aux échanges scientifiques, parce que c'est une région, là, comme je l'ai dit, comme l'espace, qui est tellement dur à aller explorer que ça vaut pas la peine que la compétition là, nous empêche entre nous d'aller explorer puis de voir ce qu'on peut faire scientifiquement dans la région. C'est pour ça que beaucoup des institutions là, qui gouvernent l'Arctique, c'est des institutions là, qui sont beaucoup plus tournées vers la coopération, qui sont tournées vers vraiment le partage, plutôt que d'autres institutions là, ailleurs dans le monde, là, qu'on voit qu'il y a beaucoup de compétition, surtout là, aujourd'hui avec peut-être le déclin des États-Unis comme l'hégémon mondial. Tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. En Arctique, d'habitude, là, c'est quelque chose qui est plus partagé, c'est plus une bonne coopération qui se fait. Là. Puis, tu sais, je pense qu'un élément qui serait intéressant à aborder, c'est que justement, l'Arctique, c'est pas un territoire. Tu sais, c'est un territoire qui est convoité par plusieurs puissances. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Parce que moi, tu sais, comme je vous dis, là, je m'y connais pas trop. Déjà, si tu peux rajouter un peu de nuance, faut pas oublier, l'Arctique est occupé. Pas de la même façon partout. On s'entend qu'en Scandinavie, c'est quand même assez développé au niveau des villes aussi. Pas nécessairement super au nord, mais bon, c'est une occupation un peu différente de ce qu'on voit avec les Inuits au Canada, par exemple. Il y a les Sapmis, c'est ça, qui sont quand même une grande nation autochtone qui font partie un peu de l'ouest de la Russie, puis un peu de l'est dans Scandinavie. Mais tout ça est géré au final par des capitales qui sont au sud. Mm-hmm. Faut pas oublier ça quand même. Parce que c'est ça parce que ça vient de m'éclairer. Parce que moi, dans ma tête, l'Arctique, c'est tellement au nord. Genre, c'est tellement... Tu sais, le top, je sais pas si vous savez scientifiquement c'est quoi la frontière. Il y a plusieurs frontières là, qui sont... Ouais. Mais officiellement, le Conseil de l'Arctique reconnaît une partie du Québec comme étant dans l'Arctique, là, la pointe au nord.
Dans le fond, là, le cercle polaire, là, il descend quand même assez bas. Là, c'est en termes là, assez bas au Canada, dans le sens que une grande partie de notre territoire est dans le cercle polaire. Puis l'Arctique, c'est pas juste le top, là où se met l'aiguille du globe. Là. C'est vraiment quand même une grande région. Là. Puis tu posais la question sur les puissances. Mais tu sais, on va prendre la Russie, là, qui est quand même je pense qu'il y a une des plus grandes proportions de territoire un peu contrôlé dans l'Arctique. C'est un de leurs ports d'activité qui est le plus actif puis le plus important. Le port de Mourmansk est vraiment dans le nord, puis c'est un des seuls ports qui est ouvert l'année longue parce que l'eau gèle pas puis les bateaux peuvent passer. Donc on se rend compte là, que même si l'Arctique c'est aride puis il y a des difficultés techniques à l'explorer, par exemple la Russie là, l'utilise vraiment comme si c'était un territoire un peu comme un autre, en fond. On peut même voir là, récemment avec les sanctions, on a entendu plus parler. Mais sous la présidence Poutine, il y a un oblast le plus dans le nord-est il a donné la gouvernance là, à Abramovich, là, qui est un peu un oligarque pour la développer économiquement. On se voit que même si c'est plus la période des grandes explorations, il y a quand même une volonté là, de développer l'Arctique. Puis commercialement aussi, là, de plus en plus, ça va devenir important. Parce que malheureusement, à cause des changements climatiques, la fonte des glaces, mais il y a des voies de navigation qui vont s'ouvrir, puis plusieurs pays là, pourraient tirer leur épingle du jeu pour profiter des avantages commerciaux là, que ça pourrait apporter. Puis par rapport au Canada, toi, Constantin, qu'est-ce que tu penses de ça au niveau nos infrastructures dans le Nord? Mais dans le fond, là, je pense que je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Moi, ça, on voit pas ma face là à la radio, mais moi, je suis pas né au Québec ni au Canada. Moi, je suis né en Europe. Puis quand je suis arrivé ici, un pays qui est autant présent dans le Nord, mais qui manque autant d'infrastructures, autant d'une politique là, pas centralisatrice, mais dans le sens là, d'une vision dans l'Arctique. Je trouve ça assez décevant. Oui, on a des bases. La base militaire la plus au nord au monde entier, c'est une base canadienne, Alerte, qui accueille là, une station météorologique, mais comme il n'y a pas grande infrastructure qui est là pour que l'Arctique puisse prospérer. Je ne parle pas nécessairement là, de développement économique ou d'hydrocarbures, là, de routes, d'avions. On le voit beaucoup, là, par exemple, dans les épiceries dans le Nord, les prix des produits sont extrêmement élevés parce que les coûts de transport sont très élevés. Par manque d'infrastructure, on est obligé de prendre des avions pour apporter la nourriture là-bas. Donc, c'est vraiment décevant. Puis c'est du côté plus politique, social, mais même du côté militaire, on a la misère à projeter notre puissance en Arctique, justement à cause de ça. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires pour accueillir des avions pour pouvoir faire de la patrouille, quoi que ce soit. Puis il y a d'autres pays, malheureusement, là, qui en profitent pour venir challenger la souveraineté canadienne. C'est l'enjeu qu'on entend de plus en plus parler, mais qui est un enjeu qui date quand même des années 60, 70, facile. C'est le passage du Nord-Ouest. Pourquoi on en entend de plus en plus parler? C'est parce que avec les changements climatiques, c'est un passage clé qui risque de s'ouvrir, du moins pendant l'été. Puis il y a des gros pays exportateurs comme la Chine, par exemple, qui peuvent passer par ce passage-là, qui est sous souveraineté canadienne. Puis les estimations disent que ça leur coûterait du 2/3 le coût de leur transport pour aller en Europe et en Amérique du Nord. C'est ça, c'est assez impressionnant. Puis en plus, c'est sans parler qu'ils peuvent passer là, ils n'ont pas à passer par la mer de Chine du Sud et donc par le détroit de Malacca. Ce qui est quand même contrôlé un peu par les États-Unis. Fait que c'est piraterie aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une question géopolitique mondiale dans ce passage-là qui est sous souveraineté canadienne. Pourtant, les Américains, depuis les années 80, je pense qu'ils ont comme été là 2 fois sans la permission du Canada. Puis les 2 fois, les Canadiens les ont juste comme accompagnés pour faire comme s'ils nous avaient donné la permission. Mais c'est ça, pour eux, ils répètent que c'est un détroit international et donc on n'a pas besoin de passer, de demander la permission à Ottawa. C'est ça, parce que là, tu es en train de dire que dans le fond, ce serait pas dans la mer, ce serait pas comme dans une mer internationale. Là. Ce serait pas que tous les
dans le fond, les bateaux pourraient passer là. On est vraiment en territoire canadien. Tu dis, ce passage-là, là, il est vraiment comme dans le territoire canadien, puis c'est établi, ou c'est contesté, ça aussi? On est en territoire canadien. C'est pas vraiment contesté. Ce qui est vraiment contesté, c'est la définition du détroit international. Le détroit international, ce que ça implique, c'est que peu importe si c'est sur ton territoire, sur des eaux intérieures, dans le fond, le détroit international, c'est un endroit où il faut passer pour passer d'une mer à l'autre. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, on n'a pas le droit, dans un détroit international, de refuser le passage. Comme au canal de Panama, par exemple, on n'a pas le droit de refuser le passage. C'est un détroit international. Tout le monde a le droit de passer là. Fait que c'est vraiment là l'enjeu. Puis les États-Unis ont totalement avantage. Tout le monde a avantage à prendre cette définition-là. Puis, le Canada, de toute façon, c'est un peu ça le point, ne peut pas faire grand-chose parce que, comme Constantin disait, il y a peu d'infrastructures, c'est difficile de faire un contrôle. Souvent, il faut emprunter le matériel aux autres dans certaines missions. Voilà. C'est ça qui est assez étonnant, là, c'est assez ironiquement, c'est un des enjeux où est-ce que les Russes et les Américains s'entendent beaucoup. C'est justement sur la définition là, de détroit international dans l'Arctique, parce que pour eux, là, ça leur permet un libre passage plus facile que si le Canada pouvait exercer un contrôle là-dessus. Mais tu sais, comme je l'avais dit, le monde d'infrastructure, le monde de projection de puissance fait que même si juridiquement il y avait un statut différent, qu'est-ce que le Canada pourrait faire concrètement? Il y a des idées, il y a des écrits qui se font sur l'Arctique. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a peu d'actions qui suivent. Mais là, je suis quand même content. Là, récemment, il y a une nouvelle classe de navires, la marine canadienne, qui sont en guillemets sortis. Là, on dirait que je parle d'un jeu vidéo, là, mais dans le fond, là, c'est la classe Harry the Wolf, qui sont des patrouilleurs extra-côtiers. Dans le fond, c'est des bateaux là, qui ont la possibilité d'aller en Arctique durant toute l'année. Ce qui fait que à l'époque, avant que cette classe-là soit sortie pour la marine canadienne, on avait des capacités limitées à aller patrouiller l'Arctique parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc, on était un État arctique sans capacité de projection en Arctique. C'est assez ironique. Puis là il y a deux bateaux là, qui sont en fonction. Un troisième en construction en ce moment. Puis d'ici 2027, selon les estimés, on devrait en avoir, je pense, 6 ou 7 qui doivent être sortis. Donc, on voit que le Canada se positionne dans l'Arctique, mais le problème, c'est qu'on a un retard énorme par rapport à la Russie, par exemple. La Russie qui... Reuters, j'ai vu un article là-dessus là, qui est sorti, le temps est en retard, là, un retard immense par rapport à la Russie. La Russie avec la guerre en Ukraine, là, qui on en entend beaucoup plus parler, mais là, il réouvre des bases militaires, il les réaménage, il les modernise. Donc là, on se rend compte, là, après toutes ces années, on est vraiment en retard par rapport à la Russie. Puis là, il faut rattraper le retard vite, avant que le passage ouvre, avant que ça devienne important. Donc là, c'est une course un peu contre la montre. Puis c'est difficile parce que justement, le Canada n'a pas les mêmes ressources, n'a pas les mêmes capacités, autant au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est militaire, tout ce qui est même, justement, infrastructure. Mais j'ai l'impression que moi, dans ma tête, la Russie, justement, ça fait tellement... moi-même, j'ai été étonnée que tu me parles de Staline, tout ça. Moi, je pensais que c'était vraiment... C'était plus récent que ça, là, tout ce qui était développement en Arctique. Puis j'imagine que c'est difficile pour le Canada. Oui, on veut récupérer le retard, mais est-ce que c'est possible ou pas vraiment? Faut dire que la Russie a vraiment... C'est pas contesté, là. C'est vraiment une espèce d'hégémonie en Arctique, dans le sens où ils ont à peu près 50% du territoire arctique. C'est eux autres qui ont les infrastructures puis le côté militaire le plus développé. Puis on parle du Canada là, qui est très en retard, mais les États-Unis se sont réveillés en comme 2018-2019 sous la présidence de Trump. Avec Mike Pompeo là, qui a fait un discours qui chamboulait tout le monde, qui amenait un petit peu plus ces questions géopolitiques-là dans le Conseil de l'Arctique, qui jusqu'à là avait beaucoup été juste un forum de discussion au niveau des changements climatiques puis des populations qui vivent là. Fait que on n'est pas les seuls qui commencent à se réveiller. Encore là, est-ce qu'on a la capacité économique et tout ça pour faire ça? Puis pour moi, c'est pas juste une question de capacité. Je pense qu'on l'a si on veut. Faut peut-être... Il y a un coup d'opportunité partout, là.
Mais il y a aussi la question avec les territoires. C'est l'Arctique canadien est majoritairement occupé par des Autochtones. Là. Donc, il y a une question d'enjeu de pouvoir pour moi où, oui, c'est important de développer notre Arctique, mais pour moi, on peut pas le développer juste d'un côté comme ça, impérialiste puis désir de puissance. Ça va être important d'être quand même puissant en Arctique, mais il faut le faire en accord avec les Autochtones. Je trouve les Inuits du Nunavut, c'est quand même un exemple où chacun a quand même pu tirer son épingle du jeu, disons, comparativement à d'autres populations qui vivent au nord. Mais c'est plus récent, là, eux qui sont quand même propriétaires de leurs moyens de production. Moi, je pense que c'est une question aussi qu'il faut vraiment se poser dans le développement de l'Arctique, encore plus que le financement pour moi, parce que le financement rendu là, c'est pas nécessairement un problème. C'est une question de volonté, donc. C'est ça. Puis Question de stratégie. Y a-tu genre des approches qui sont faites comme de vouloir coopérer avec les peuples autochtones ou on le voit encore un peu comme « Ah, nous, on veut aller en Arctique, on va y aller » sans vraiment les consulter? Fait intéressant. Dans le fond, le Conseil de l'Arctique, qui est pas mal la structure là, vraiment principale de gouvernance en Arctique, comment qu'elle fonctionne, c'est qu'il y a 8 pays États membres qui prennent des décisions par consensus. Donc, il n'y a pas de vote comme à l'ONU. Puis ça fonctionne quand même bien. Ça fonctionne? Ouais, okay. Je pourrais expliquer vite fait, mais juste pour finir mon point, dans le fond, les autres acteurs qui sont assez influents dans le Conseil de l'Arctique, c'est les organisations autochtones. Eux, ils ont comme vraiment un siège de membres permanents. Ils n'ont pas le droit comme au vote, si on peut dire. C'est pas un vote, là, mais c'est pas grave s'ils font pas partie du consensus, malheureusement. Mais ça reste que la seule affaire qu'ils ont à faire, c'est d'aller chercher l'appui d'un des 8 pays. Puis jusqu'à maintenant, ils sont quand même écoutés dans le Conseil de l'Arctique. Ils ont une voix, ils ont plus de temps de parole que des grosses puissances comme la Chine, qui en a pas beaucoup, dans le fond. Mais c'est ça. Mais ça, c'est au niveau international. T'sais, on parle de l'ICC, qui est pas mal une des plus influentes au Conseil de l'Arctique. L'ICC, c'est circumpolaire Inuit, Conseil circumpolaire Inuit. Puis ça, c'est pas juste au Canada. Il y a des Inuits au Groenland, tout ça. Mais justement, en étant comme alliés, puis dans plusieurs pays, ils ont plusieurs options pour aller chercher un appui pour former un petit peu les politiques. Fait qu'il y a quand même vraiment une participation politique de ce côté-là. Du côté à l'interne, au Canada, je m'avancerai pas nécessairement sur la question. Je suis pas assez connaissant, mais je sais que il y a quand même un mouvement avec Justin Trudeau là, d'un peu plus respecter les droits autochtones, mais je pense pas qu'on est encore là où on voudrait être. Là. Dans le fond, là, si je peux rajouter sur le point de Tristan, dans le fond, ce qui est intéressant, là, c'est que si on examine un peu la stratégie d'Arctique canadienne, qui est vraiment développée plus récemment dans les dernières années, il y a quand même un bel accent sur la coopération avec les peuples autochtones, dans la mesure où ils sont vraiment mis un peu de l'avant-plan sur tout ce qui est développement économique, politique, social. Côté militaire, un peu moins, parce que c'est pas quelque chose... ils sont pas vus de ce côté-là comme un outil pour ça. Même si on peut pouvoir parler plus tard avec les Rangers canadiens. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une belle approche canadienne sur vraiment les enjeux autochtones, que si on compare un peu les politiques arctiques avec d'autres pays, les États-Unis par exemple, on est vraiment plus avancé sur ce côté-là. Puis je pense que c'est principalement à cause du nombre de la superficie qu'on occupe en Arctique, puis aussi avec tous les peuples qui sont là-bas puis qui réclament une voix au centre de ce processus-là de modernisation peut-être, mais plus là, de prise au sérieux de l'Arctique. Puis concernant justement les peuples autochtones, un des enjeux qui justement les touche le plus, là, c'est probablement le changement climatique qui a de grands effets là, au niveau de l'Arctique. Est-ce que ça, c'est disons, est-ce que peut-être le Canada
prends ça en compte dans le sens que peut-être aller développer en Arctique, ce serait pas la bonne façon parce que on veut pas augmenter le changement climatique, ou ça n'a même pas rapport, est-ce que vous savez? Ou est-ce que c'est donc, comme... au niveau des impacts pour les changements climatiques, je vous conseille une lecture vraiment le fun. Je pense qu'il est à la bibliothèque de l'université. C'est Le droit au froid. C'est une autochtone, justement, qui parle du fait que, oui, les changements climatiques, ça change l'environnement des Inuits, puis qu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à eux, mais c'est pas nécessairement des opportunités qu'ils auraient besoin si on leur conservait leur droit au froid, parce que toutes leurs pratiques sont basées sur le froid et se sont adaptées avec ça. Donc là, c'est une adaptation qui est forcée, puis ça va totalement changer leur mode de fonctionnement. On a aussi les Sapmis en Scandinavie puis en Russie. En Norvège, ça va quand même bien, mais plus on se déplace du côté vers la Russie, plus il y a des grosses usines de transformation, plus il y a des pluies acides. Puis les Sapmis, c'est un peuple qui dépend presque entièrement, là, c'est vraiment central à leur culture, de l'élevage du renne. Ouais. Donc, il y a un déclin dans les populations de rennes à cause pas juste des changements climatiques, mais de la pollution, vraiment, là, de la pollution avec les usines et tout ça. Et que oui, là, ça change vraiment le mode de vie quand même. Mais là, on voit un peu comme il y a deux côtés de la médaille. Soit tu développes ton Arctique à un niveau tel que tu es rendu avec comme des usines dans le nord qui produisent des effets inespérés qui affectent les populations autochtones à ce point-là, ou tu as le choix de rien faire. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qu'on peut aller chercher. Il y a un équilibre, comme Tristan parlait, là, les opportunités qui s'offrent aujourd'hui, c'est bien, mais c'est juste parce que ça compense pour toutes les autres pratiques qui vont en voie d'extinction, avec aussi la fonte des glaces puis le réchauffement de la planète en général. Donc, je pense vraiment que on doit avoir une approche holistique un peu là, sur la question. On peut pas juste, par exemple, parler de l'histoire militaire sans parler du côté social, côté infrastructure, sans parler du côté politique. Ça doit être une approche holistique. Pour moi, ça doit être une priorité du gouvernement canadien là, de voir ce qu'on peut faire en Arctique, parce que on répète depuis le début, là, c'est la région du futur. Puis si on se met pas à la table, ben il y a d'autres puissances un peu inespérées. Là. Je sais pas si on va reparler. Par exemple, il y a la Chine, il y a l'Inde qui ont des politiques arctiques aujourd'hui, puis ils vont profiter alors que ça se passe là, dans notre cours. Là. Alors c'est assez impressionnant de voir que il faut faire quelque chose, sinon on va arriver à un point où est-ce qu'on va être mis devant le fait accompli. Puis j'imagine aussi que il y a aussi une opportunité pour les peuples autochtones de, comme tu disais, de se réapproprier un peu leur territoire de façon à potentiellement avoir les moyens de production ou genre de posséder peut-être, on parle peut-être pas d'usines ou de trucs comme ça, mais ça peut créer de la création d'emplois, ça peut amener d'autres effets comme qui aideraient les populations autochtones. Donc, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai un espoir. Dans le fond, là, on voit que, par exemple, au Québec, les populations là, qui sont, entre guillemets, le plus au mal, c'est les populations dans le Nord qu'on ignore un peu là, depuis des années. Moi, je parle avec ma mère. Ma mère aussi est une immigrante comme moi, qui dit on est au Canada, un pays civilisé, un pays de l'Occident, puis encore des réserves autochtones où est-ce qu'on n'a pas d'eau potable. Comment est-ce que ça se fait? Comment ça se fait que les prix aux épiceries sont aussi chers, que les gens sont obligés de se tourner vers des moyens vers la nourriture qui est pas saine, mais qui est plus abordable. Je pense que c'est vraiment un enjeu qui est important. Puis les enjeux sociaux, le système de santé, le système d'éducation, doivent être pris en compte aussi là-dedans, parce que ça doit être, comme je l'ai dit depuis le début, là, c'est un développement qui doit se faire la main dans la main avec les peuples autochtones, puis on doit leur rendre cette reconnaissance-là auquel ils ont droit, d'être les peuples qui ont occupé ce territoire-là en premier. Pour moi, c'est sûr là, que la question du développement économique avec les Autochtones dans le Nord, ça peut être très intéressant pour eux, mais je répète un petit peu ce que je disais tantôt, mais la question, pour moi, c'est surtout de ne pas les tasser de la sphère de pouvoir, de la sphère de décision. Puis là, on parle d'une décision commune, mais souvent, c'est des négociations, puis on les traite quand même... ils n'ont pas le gros bout du bâton, comme on dit dans les négociations. Puis c'est leur territoire, puis ils devraient avoir vraiment une plus grosse part
de pouvoir pour décider ce qu'ils veulent faire. Mais parfait, mais on va profiter de cette belle conclusion pour aller faire une pause publicitaire, puis on vous revient sous peu. Donc, vous êtes de retour à l'écoute d'A priori. L'émission est balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Et donc, pour un peu faire un lien avec de quoi on parlait tantôt, Tristan, j'ai vraiment été surprise quand tu m'as dit que justement le consensus, qui est la méthode de décision dans le Conseil de l'Arctique, fonctionnait. Parce que nous, je veux dire, quand on étudie en relations internationales, justement, on entend souvent que le consensus à l'ONU, par exemple, c'est ce qui bloque beaucoup les décisions puis les vraies actions là, réelles. Fait que tu peux-tu élaborer là-dessus? On dirait que ça m'a piqué ma curiosité. Ouais, ben j'ai une petite métaphore que je viens de trouver dans ma tête par rapport à ça. C'est bien drôle. C'est comme si t'as un couple qui vit ensemble, genre tu vis avec ton chum, ta blonde, puis il y a vraiment un gros problème, genre je sais pas, elle aime les chiens, puis toi t'aimes les chats. Puis là vous achetez un chien, mais comme vous amenez jamais ça comme sujet de discussion, tu comprends? C'est comme un gros problème dans le couple. Fait qu'on fait juste ignorer la différence jusqu'à temps que ça pète. Puis ce qui est... Je dis pas que c'est en train de se tirer des coups de gun, mais là, le Conseil de l'Arctique est sur pause depuis l'invasion de l'Ukraine, en fait. Mais bref, c'est ça. Pour refaire le pont, ben, le Conseil de l'Arctique, ils ont des comités plus scientifiques au niveau du développement durable, avec les populations autochtones qu'on a parlé tantôt, les changements climatiques. On règle des différends, surtout territoriaux. Il y a quand même des ressources, beaucoup, dans l'Arctique, faut le dire. Il y a des ressources halieutiques, les poissons. Il y a beaucoup de ressources aussi au niveau minier. Ben, dans le fond, je vais donner un exemple. La Norvège puis la Russie avaient un différend pour l'extension du plateau continental russe. Là, on avait vu les Russes en 2007. Ils ont déposé comme un drapeau au nord de l'Arctique pour dire les ressources qui sont là, c'était nous autres. Bref, ils ont bien réglé ce dossier-là. Puis tous les pays arctiques ont avantage à régler ces dossiers-là puis à faire des compromis parce que plus ils contrôlent collectivement de territoire dans l'Arctique, ben moins ça laisse l'opportunité à des pays non arctiques comme la Chine ou l'Inde qu'on a brièvement parlé tantôt de prendre contrôle ou du moins de passer là sans qu'il y ait vraiment une surveillance quoi que ce soit. Ouais. Puis l'Arctique, c'est en tant que zone de coopération, c'est un peu un exemple qui est difficile à recréer ailleurs. Donc, si on est capable de faire fonctionner ce genre d'institutions-là dans le Nord, puis c'est tant mieux. Puis dans le fond, là, comme Tristan parlait, tout le monde est gagnant dans cet enjeu-là. Puis je pense qu'il y a tellement d'enjeux territoriaux dans le monde qui se règlent par la violence que si on est capable de régler les enjeux territoriaux dans une zone qui est autant riche en ressources, de façon autant pacifique, c'est vraiment impressionnant. Puis ça doit être un exemple sur comment est-ce qu'on fonctionne un peu ailleurs aussi. L'affaire, c'est qu'il y a des enjeux militaires en Arctique, mais personne ne veut en parler parce que personne ne veut vraiment les régler, puis on laisse ça un peu comme de la... Ça devient un peu de la géopolitique stratégique qu'on parle pas trop. C'est-tu tabou, genre? Ben, je dirais pas tabou, mais c'est un sujet que dans le Conseil de l'Arctique, on n'a jamais amené, parce qu'on sait que la minute qu'on amène ça, ben le consensus, c'est fini. C'est le problème du chien puis du chat. Puis juste pour peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais juste nous dire c'est qui est dans le Conseil de l'Arctique? C'est quel... ouais, pas de problème. Ben, c'est tous les pays qui ont au moins comme une partie de leur territoire dans le cercle polaire. Donc, il y a le Canada, les États-Unis via l'Alaska, la Russie. Il y a les 3 pays scandinaves, là, Suède, Finlande, Norvège. Il y a l'Islande. Puis, ensuite, il y a le Danemark via le Groenland. Donc, c'est ça. Puis, ben, quand je disais
enjeux militaires, faut pas oublier, en contexte de guerre froide, là, durant la guerre froide, il y avait quand même vraiment une grosse surveillance dans l'Arctique, au niveau des sous-marins russes, tout ça, parce que le temps de Moscou à Washington, le plus rapidement, c'est via l'Arctique. C'est pas en faisant le tour de la Terre, c'est juste problème de circonférence, là. C'est assez simple, mais c'est vraiment via l'Arctique que les missiles pourraient venir, que des questions stratégiques viendraient, c'est ça. C'est surtout sachant là, que la plupart là, des armes nucléaires russes, c'est des armes qui sont lancées depuis soit des sous-marins ou des bateaux. Donc, pour les États-Unis dans la guerre froide, c'est vraiment une grosse menace. Le NORAD, un peu une alliance entre Canada et les États-Unis de surveillance, était vraiment actif dans ces années-là. Puis il y a beaucoup de bases militaires canadiennes dans le Nord qui aujourd'hui sont éteintes, qui ont été fermées, étaient justement dans ce but-là de surveillance dans l'Arctique. Puis ils ont été fermés à la fin de la guerre froide parce que on pensait qu'il allait plus avoir d'enjeux de ce côté-là. Puis là, on se rend compte, là, finalement, ça a peut-être servi de garder ça. Puis justement, comme la question militaire n'est pas nécessairement tabou, mais c'est difficile de projeter de la puissance en Arctique. Ça prend des ressources, ça prend des gens qui sont formés. Tu peux pas juste envoyer n'importe qui en Arctique sans formation sur comment survivre en Arctique. Le froid, c'est un problème réel. C'est pas juste tu mets ton manteau North Face puis c'est réglé. Là. Faire du combat en Arctique, c'est assez difficile. Puis c'est pour ça que la question est moins revenue récemment. Parce qu'en tout cas, c'est pas pratique de faire la guerre en Arctique. Mais si on a besoin de le faire, on doit avoir les capacités de le faire. Puis je pense, tu sais, pour une petite anecdote, là, justement, j'ai suivi le premier cours là, de gouvernance en Arctique. Puis le professeur qui nous enseigne, il a dit, je trouve ça toujours drôle quand je vais sur Google Images puis que j'écris Arctique puis qu'on voit juste des ours polaires, on voit juste les calottes glaciaires, mais qu'on voit pas d'armes. Puis quand il m'a dit ça, j'étais comme, il me semble dans ma tête, moi non plus, j'imagine pas la guerre en Arctique, mais sensiblement, ce que vous me dites. Il y a une base américaine très stratégique à la pointe nord du Groenland, qui est la base de Thule. Elle a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale parce que le Danemark était sous occupation nazie. Puis donc le Groenland, le lien était comme coupé. Puis ils ont permis aux Américains de s'installer là. Puis pendant la guerre froide, devenu une base quand même assez stratégique, qui a ensuite été un peu en hibernation avec la chute de l'URSS. On l'a laissé semi de côté. Puis le Groenland, en ce moment, ils ont comme demandé un peu aux Américains, vous pourriez revenir, tu sais, ça vous tente, parce que avec les questions de la Russie, là, tout le monde a un petit peu peur, voir comment que la Russie va agir au sortant de la guerre en Ukraine, que ça fait vraiment partie de ça quand même, les questions militaires. Mais tu sais, depuis tantôt, vous mentionnez la guerre en Ukraine, mais je pense que pour plusieurs auditeurs, ça doit être un peu comme mais l'Ukraine, on comprend que la Russie est dans le conflit, mais c'est quoi le rapport avec la guerre en Ukraine? Mais dans le fond, si je peux, la façon la plus facile de le voir, c'est que même si la guerre en Ukraine prend une bonne partie des ressources économiques et militaires de la Russie garde quand même ses positions ailleurs dans le monde. Dans le fond, c'est vraiment la posture de la Russie dans le monde, sa position. Si on peut utiliser des termes réalistes, là, moi j'aime bien utiliser les termes réalistes. Puis le réalisme, pour ceux qui nous écoutent, c'est une théorie des relations internationales. Donc, oui, c'est une théorie des relations internationales qui s'adresse surtout au conflit, la nature des conflits entre les États. Puis dans le fond, ils veulent, dans le fond, la position russe, c'est de se rapprocher le plus possible d'être une grande puissance. Puis même si en ce moment, en Ukraine, peu importe ce qu'on pense du conflit, ça va bien ou ça va pas bien, leur position en Ukraine, en Arctique compense un peu pour tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans la mesure où, bien qu'ils soient en difficulté par rapport à l'Occident, bien qu'ils soient de plus en plus isolés, leur position en Arctique oblige un peu le monde à négocier avec eux sur d'autres forums. Puis c'est pour ça que l'importance des pays comme la Chine puis l'Inde qui s'alignent de plus en plus vers la Russie devient importante. Puis c'est vraiment un lien le plus... c'est une approche plus, là, si on dézoome de la map un peu, que ça devient important. Puis l'issue de la guerre en Ukraine va déterminer la position de la Russie, qui en elle va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Arctique.
Si je peux, c'est ça, faire le lien un peu, au fond, pour ramener ta question, c'était comme, OK, vous me parlez de l'Arctique, puis là, vous me parlez de l'Ukraine. On va faire le lien. Dans le fond, c'est un peu là-dedans que je fais de la recherche en ce moment. Déjà, on a établi que la Russie, c'est 50% de l'Arctique. C'est une puissance en Arctique. Faut savoir aussi que, oui, la Russie a un rôle prépondérant en Arctique, mais l'Arctique a un rôle prépondérant en Russie. 20% des exportations russes partent de l'Arctique. C'est de là que partent les Nord Stream, etc. Donc, l'Arctique fait quand même aussi partie des intérêts de l'Union européenne. C'est une région qui est connectée, bref. Puis, c'est ça. Sinon, ce que la guerre en Ukraine a fait dans les relations en Arctique, principalement, la Russie était présidente du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, chaque pays est président pendant 2 ans, à tour de rôle. Puis la Russie était présidente depuis 2021. Donc, comme une semaine après que la Russie ait envahi l'Ukraine, les 7 autres États ont décidé de se retirer du Conseil de l'Arctique parce qu'ils ne pouvaient pas comme prendre un vote pour sortir la Russie, vous comprenez. Donc, ils ont vraiment mis sur pause leur relation avec la Russie. C'est un peu pour faire pression. C'est une pression diplomatique. Il y a aussi des enjeux plus économiques au niveau que... Mais ça a peut-être moins rapport avec le Conseil de l'Arctique, mais avec les sanctions européennes, tout ça, il y a des grosses compagnies comme BP, Shell, Total, qui ont retiré tous leurs investissements dans les projets d'hydrocarbures en Arctique. Donc, c'est sûr que ça fait mal à l'économie russe. Mais bon, tout ça, ce que ça fait, là, encore là, ce que j'avance, c'est très récent. Il n'y a pas tant de recherche qui a été faite à propos de ça. Mais je vous dis humblement mon opinion des documents que j'ai lus. La Russie, vu qu'elle se fait bouder en Arctique, puis que l'Arctique fait partie intégrante de son économie, décide de se tourner vers d'autres partenaires. Donc, il y avait vraiment une tendance depuis plusieurs années où la Chine se décrit comme un État presque arctique, puis la Chine a 2 sous-marins, pas sous-marins, 2 brise-glaces nucléaires. Okay. Ils sont plus équipés que les Américains en Arctique ou que les Canadiens. Fait que la Chine a vraiment des intérêts forts en Arctique. Ils ont relié l'Arctique à leur Polar Silk Road. Donc, voilà. On se dirige de plus en plus vers 2 blocs qui s'affrontent. Il y a aussi l'Inde, d'ailleurs, qui vient juste de sortir sa politique arctique. Elle est super loin de l'Arctique, je sais. Mais c'est ça que moi, ça me fascine. Là. C'est ça. C'est vraiment 2 blocs un peu qui se créent d'affrontements en Arctique. Je pense pas nécessairement qu'il va y avoir des affrontements militaires, mais des affrontements définitivement pour avoir des ressources, contrôler des passages clés, ce qui peut être vraiment intéressant pour le futur. Puis, mettons, je vous donne un exemple pour pas vous dire que je sors ça, ça fait juste 1 an que c'est comme ça. Mais en septembre dernier, la garde côtière américaine a rencontré des navires de guerre russes et chinois qui faisaient des exercices ensemble proches de l'Alaska. C'est vraiment des navires militaires, puis ils n'étaient pas sur le territoire américain, mais il n'y avait pas d'avertissement ou rien, qu'ils faisaient des exercices ensemble. Fait que, tu sais, quand la Chine a dit qu'elle supporte pas la Russie, elle joue vraiment sur deux côtés. Puis elle a l'avantage à porter la confusion. Comme ça, on sait pas jusqu'à quel point il y a un support du côté des Chinois. Voilà. Mais j'imagine qu'il faut justement, c'est encore un peu de la théorie réaliste, mais il faut qu'ils mettent leurs intérêts avant ceux des autres pays, là, selon cette théorie-là. Donc, j'imagine que la Chine, justement, qui est une des plus grandes puissances mondiales, avec la Russie, ensemble, qui contrôle autant de territoires dans l'Arctique, c'est sûr que c'est une alliance qui fait beaucoup de sens, là. Mais faut se dire aussi là-dedans quand même que la Russie, ils ont des gros différends historiques avec la Chine. Mais c'est justement ce que je dis. Dans le fond, il y a une certaine confusion. On ne sait pas
C'est une alliance d'opportunités. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve... Là, je vais peut-être faire une suite logique là, immense parce que je dis, mais ce qui est... La guerre en Ukraine a provoqué que l'Occident, la plupart du monde entier, essaie d'isoler la Russie. Moi, l'effet que moi je vois, c'est que ça isole la Russie, mais elle se tourne vers de nouveaux partenaires qui se situent dans l'Est. On parle de la Chine, on peut parler de l'Inde dans une moindre mesure, parce qu'eux jouent beaucoup sur 2 tableaux. Ils achètent des armes, par exemple, européennes, les avions de chasse Rafale français, mais en même temps, ils achètent des armes aux Russes. On parle de l'Iran, puis c'est assez ironique parce que de plus en plus, les États-Unis, eux aussi, se tournent vers l'Est. Ils se tournent vers la région Indo-Pacifique. Donc, dans le fond, l'isolation russe, ça fait juste... Il n'y a pas une isolation complète, on les tourne toujours vers un autre théâtre qui, au final, on va devoir les réaffronter ailleurs. Puis là, le désavantage qu'on a, c'est que si on les tourne vers l'Indo-Pacifique, il est connecté aussi à l'Arctique d'une certaine façon. On a un enjeu qui se trouve là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on gagne beaucoup à se tourner vers la région arctique, qui, au final, va être d'un avantage énorme si on est capable de projeter la puissance à partir de l'Arctique, de la contrôler. Puis aussi, on est capable de faire face aux navires, par exemple, aux navires chinois et russes. T'sais, le fait qu'ils n'aient pas donné d'avertissement, ça montre là, on n'a plus besoin de votre permission pour faire ce qu'on veut. On n'a plus besoin de l'approbation de l'Ouest, des États-Unis, qui sont encore la première puissance mondiale, pour conduire des exercices ensemble. Ce qui est quand même, je sais pas si c'est une première mondiale, une première historique, mais c'est quand même étonnant de voir ce niveau de coopération-là qui se fait, même si diplomatiquement, il n'y a pas une alliance qui se crée, il n'y a pas autant de l'Est là, qui se fait. C'est assez intéressant de voir la posture là, de ces pays-là par rapport à ça. Puis surtout l'Inde, comme on parle, là, c'est un pays à part l'Himalaya là, où est-ce que le froid, c'est pas une réalité qui les touche autant que nous. Mais c'est intéressant de voir que ces pays-là se réveillent. Puis plus en plus, on va voir là, qui sait, peut-être un jour, là, l'Afrique du Sud va avoir sa politique arctique. Mais quand vous dites l'Inde, là, par exemple, OK, ils ont des sous-marins, c'est ça que vous avez dit, right? C'est ça? Ou des... la Chine a des brises-glaces. C'est plus la Chine. Ouais. OK. Mais, tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis pas trop sûre de comprendre, c'est, OK, ils les envoient là, mais, tu sais, à un moment donné, ils accostent tout. Tu sais, dans le sens, est-ce que c'est leur alliance avec la Russie leur permet de... Dans le fond, l'Inde, de ce que je pense pas avoir vu ça, mais l'Inde se projette pas en Arctique, mais l'Inde se rapproche de la Russie parce que les retombées de l'agrandissement de l'influence russe en Arctique pourrait avoir des retombées pour l'Inde. Mais je pense que Tristan a peut-être quelque chose à rajouter là. J'aimerais peut-être juste mettre un petit peu de nuance avant qu'on passe à ta question. Faut dire qu'en ce moment, la Russie, c'est un peu tirer une balle dans le pied avec l'Ukraine, parce que la Chine et l'Inde, c'est des gros pays exportateurs. Faut pas oublier que à la minute qui s'affiche à 100% du côté des Russes, puis qui s'affiche trop du côté des Russes, ou qui décident de racheter les projets super avantageux en Arctique de la Russie, des projets dont les Occidentaux se sont enlevés, ben ils perdent le marché américain, ils perdent le marché européen, puis c'est vraiment pas leur avantage non plus. C'est d'énormes parts de marché qui se perdent. Puis si on regarde un peu là, les tendances démographiques chinoises, où est-ce qu'on a un vieillissement de la population, parce que les gens font pas autant d'enfants. On peut parler du First Child Policy, mais on peut aussi parler là, de la façon dont les Chinois urbanisent. Ben, les gens consomment de moins en moins en Chine. La Chine veut plus être la fabrique le fabricant du monde. Il veut se tourner vers les hautes technologies. Il veut se moderniser. Mais ils doivent le faire. Où est-ce qu'ils vont vendre tous ces produits-là? Les marchés européens, les marchés américains vont être les marchés vers lesquels ils vont devoir se tourner. On ne parlera pas de l'Afrique aujourd'hui. C'est une question qui pourrait prendre encore un autre 3 heures. Mais dans le fond, là, c'est ça. C'est un aliment difficile entre l'Inde, Chine puis la Russie. Là, c'est un peu un couteau à double tranchant. Sinon, pour répondre à ta question, dans le fond, au niveau des brises-glaces, puis des Chinois là, qui ont l'intérêt en Arctique, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est les coûts de transport. La Chine souhaite, d'une part, avoir accès au passage qui devrait être déglacé, là, que la glace va avoir fondu. C'est sûr, d'ici 2050, 2040, c'est peut-être l'année prochaine. On sait pas trop, mais c'est pas si loin que ça.
Puis l'autre affaire, c'est les ressources en Arctique. La Chine a beaucoup investi dans les infrastructures du côté de la Scandinavie, du côté du Groenland énormément. Le Groenland serait la deuxième plus grosse réserve de métaux rares au monde. Donc, pour ceux qui savent pas, métaux rares, on parle de tous les métaux qui sont essentiels à la fabrication de tout matériel électronique. Donc, c'est pas juste vos ordinateurs, iPhone, etc., mais aussi du matériel militaire. C'est hyper stratégique, les métaux rares. Puis la Chine, actuellement, contrôle à peu près 90% de la chaîne d'approvisionnement. Pas de la transformation, c'est une autre histoire, mais c'est très avantageux, là, quand on pense juste en temps de guerre, la Chine pourrait couper plusieurs avenues stratégiques. Donc, c'est quand même un contrepoids à toutes les F-35 que les Américains ont. Ben, en vrai, là, ce qui est intéressant, c'est que récemment, justement en parlant avec Tristan du sujet, il y a des investissements chinois qui voulaient se faire au Canada, dans l'Arctique, qui ont été bloqués par le gouvernement canadien à cause d'une peur là, de sécurité nationale. Enfin, on se rend compte là, que la Chine, c'est le côté économique qui les intéresse vraiment beaucoup en Arctique. Puis tu sais, le Groenland, c'est sous-développé, par exemple, par rapport au Danemark, le mainland Danemark, même s'ils ont un peu leur gouvernement autonome. Tu sais, la Chine est prête à investir là-dedans, mais c'est jamais juste pour être les bons joueurs, puis on va aider ces gens-là à se développer. Créer de l'emploi. C'est 100%. Non, on le sait. Il y a des ressources très stratégiques qui se trouvent là, puis autour du monde, là, les stocks se diminuent. Donc, si la Chine est capable d'en trouver des nouveaux, là, c'est toujours avantageux. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais ça parler avec vous, ça va peut-être clore la boucle un peu. Au niveau de la Russie qui a décidé de se retirer, pas la Russie, plutôt les 7 autres États qui ont décidé de se retirer de la coopération avec les Russes. Je voulais vous demander un peu votre opinion là-dessus, parce que moi, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Mais je peux vous expliquer pourquoi après, si vous voulez, genre... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là? Moi, je reviens sur mon point. L'isolation envers les Russes l'ont vécu plusieurs fois durant leur histoire. La Russie, c'est un pays qui est très résilient. Ils sont passés à travers plusieurs crises desquelles ils sont sortis. Dans le fond. Ils ont survécu, puis ils ont réussi à se reconstruire. Je pense pas que l'isolation russe, c'est ce qui va mettre fin à la posture russe sur la scène internationale comme un contrepoids à la puissance, surtout américaine, surtout de l'Ouest. Donc, je pense que l'isolation, là, c'est une mauvaise solution, vraiment, à la Russie. Ça leur donne toutes les armes idéologiques puis de pouvoir continuer cette opposition-là. Puis il y a beaucoup le Sud global, on parle de l'Afrique, par exemple, l'Asie aussi, pendant les années de la guerre froide, mais aujourd'hui, sont beaucoup plus alignés envers la Russie qu'envers l'Ouest. Puis c'est ces territoires-là qui vont vraiment être les nouveaux joueurs de demain. Puis si on n'est pas capable de parler avec la Russie là, de puissance à puissance ou d'État à État sur un pied d'égalité, ou au moins pour se remettre, pas nécessairement dans les faveurs, mais qu'on puisse avoir un canal de discussion, ça va être difficile dans le futur. Les conséquences géopolitiques qui s'en viennent vont être difficiles à contrer. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai pas vos connaissances concernant l'Arctique, mais je pense que ce que je trouve plate là-dedans, c'est que justement, le Conseil de l'Arctique était vu comme une institution multilatérale qui fonctionnait. Puis il y a bien des institutions dans le monde, des organisations internationales qui, on voit qu'il y a une chute du multilatéralisme, mais les organisations fonctionnent pas. Puis on a vu que le Conseil de l'Arctique, ça fonctionnait. Puis c'était un exemple à suivre. Puis là, on dirait de voir que, OK, mais là, la Russie s'isole. C'est comme si on prenait ce bel exemple-là, puis on l'émiettait, puis on disait, finalement, vous voyez, ça marche pas, le multilatéralisme, ça marche pas, la coopération, t'sais. Fait que c'est ça que je trouve un peu plate là-dedans, mais en même temps très compréhensible, dans le sens que, idéologiquement, moralement, mais c'est ça au niveau de la coopération mondiale, puis tout ce qui est plus stratégie économique, tout ça, je pense que c'est le cas. Ouais, moi, je pense qu'il y a
la part des institutions, c'était bien correct de sortir la Russie ou de partir, de mettre en pause les relations. C'est des bonnes pressions. Sauf que je pense qu'en Arctique, je trouve ça dommage parce que, tu sais, on avait un chien puis on était correct, là. Puis on parlait pas de chat, là. C'est-à-dire que là, le fait qu'on a comme arrêté la coopération, ça laisse la place à des politiques un petit peu plus anarchiques, puis ça laisse plus de place aux questions militaires. C'est surtout que les questions sur lesquelles on comparait avec les Russes, c'était des questions de sécurité soft qu'on appelle, c'est-à-dire l'environnement, sécurité des populations qui sont là. Puis l'environnement en Arctique, c'est vraiment pressant. Tu sais, on dit que c'est pressant partout, les questions environnementales, mais en Arctique, comme je disais au début, c'est la région où ça change le plus vite. Puis là, il y a vraiment une rupture du partage des données. Parce qu'il y avait plein de missions scientifiques pour essayer de comprendre, faire des projections, puis mieux se préparer au sud de l'Arctique, ensuite, sur les impacts que ça va avoir. Mais là, tout ça est coupé depuis 1 an. On ne sait pas si ça va revenir, mais pour moi, c'est ça l'affaire qui est la plus dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu militaire en Arctique. Puis là, ben, il y en a un petit peu plus. On a créé comme deux blocs en se retirant puis en coupant le lien, tandis que il n'y avait pas de questions vraiment... Ben, il y en avait, c'est sûr, mais pas comme là, tu sais, au moins il y avait des dialogues, puis il y avait une certaine communication, puis on s'entraidait au niveau des projets scientifiques. Que c'est vraiment ça que je trouve dommage, surtout pour les populations autochtones qui vivent autant en Russie qu'au Canada, qui s'indignent toutes de ça parce que eux, ils perdent leur voix. Le Conseil de l'Arctique fonctionne plus, fait qu'ils perdent leur voix sur la gouvernance internationale, du moins, de leur territoire. C'est comme une conséquence indirecte, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très malheureux, là, tu sais. Si, de un, c'était un forum multilatéral international qui fonctionnait, puis c'est aussi un forum où est-ce qu'on avait des voix autochtones qui étaient entendues, qui pouvaient être utilisées pour mener à bien des projets qui sont bien pour ces populations-là. Donc, ouais, c'est assez dommage là, qu'on ait dû couper les ponts avec la Russie sur ce côté-là. C'est comme Tristan disait, il y a d'autres organisations que c'est très, très, très légitime d'isoler la Russie pour la ramener à la table de négociation pour que le conflit en Ukraine cesse, parce qu'il n'y a personne qui ressort gagnant de ça, surtout les civils. Donc là, on se rend compte qu'au final, on s'est tiré une balle dans le pied en parlant du chien. En plein ça. Quelle conclusion incroyable.